je voulais ouvrir cette conférence en donnant un petit peu de temps à Julie Balaguer de nous présenter son regard sur ce qui se passe au Calme. Elle a eu la chance, mais aussi je dois dire qu'elle se l'est vraiment donnée, cette chance, d'approcher les couples tout au long d'un suivi, tout au long de leur devenir parents. Donc je voulais commencer par lui donner la parole et peut-être effectivement lui demander d'exprimer, de nous expliquer un peu comment elle a approché le Calme et quel temps elle s'est donné pour y arriver. Alors bonjour, bonsoir. Mon approche, donc moi je suis photographe professionnelle, je garde quand même une grosse partie de travail personnel à côté de mon travail et je m'intéresse beaucoup au milieu hospitalier, j'ai fait énormément de travaux dans le milieu hospitalier et un jour je me suis confrontée à la naissance par césarienne et c'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de majeur qui se passait dans le processus de naissance, surtout pour les femmes qui accouchaient. Et donc j'ai fait un gros travail sur la naissance par césarienne. De là, ça m'a questionné vraiment sur ce qu'était la naissance à l'heure actuelle en France. Et j'ai voulu faire un panorama de l'offre qu'il y avait en termes d'accouchement, de suivi de grossesse en France. Et c'est là que j'ai rencontré le Calme en fait, en faisant des recherches. Voilà. J'ai rencontré le Calme, je me suis dit que le Calme c'était une nouvelle structure, qu'on n'entendait pas beaucoup parler, que moi dans mon panorama de l'accouchement, peut-être que le Calme deviendrait un peu le futur de ce qui pourrait être la maternité et la grossesse, l'accouchement en France. Et donc j'ai rencontré l'équipe qui a été très bienveillante et j'ai fait passer un message via le site internet du Calme et tous les moyens de communication et via les sages-femmes pour rencontrer des couples et les suivre dans leur parcours. Donc j'ai été contactée par 3 couples, je les ai suivis au minimum, elles allaient accoucher 3 mois après, au maximum 4 mois. Voilà. Et donc en fait, moi j'ai fait tout un travail d'approche parce que ça me semblait vraiment inopportun d'arriver et de dire voilà, je veux une femme qui va accoucher maintenant et je veux être là et je veux photographier son accouchement et voilà, une fois que j'ai mes images, c'est bon, je m'en vais. Donc on a pris le temps de se rencontrer et je pense que le terme de temps est vraiment à propos de mon travail. On se rencontrait quasiment tous les 15 jours, surtout avec les mamans, un peu avec les papas. J'ai fait beaucoup d'interviews, on a beaucoup parlé, on s'est livré les unes aux autres et ça m'a permis en fait de m'intégrer pleinement dans le parcours du Calme, voilà, parce que moi je voulais vraiment être associée à cette naissance et ne pas arriver comme un cheveu sur la soupe. Donc j'ai aussi fait tout un travail avec les sages-femmes du Calme parce que j'ai participé à quasiment toutes les consultations que les femmes venaient faire au Calme. Au fur et à mesure, faisant des photographies, des consultations pour habituer un peu tout le monde à ma présence, à la présence de mon appareil, etc. Et ce qui fait que ma présence a fini par être, j'espère, enfin je pense, plus ou moins naturelle lors de ces accouchements, et pour les sages-femmes et pour les parents. Et voilà, il y a une anecdote que j'aime bien raconter qui est sur l'accouchement d'Amélie. Amélie a failli être transférée parce qu'elle était post-terme. Et donc comme elle allait être transférée au Bluet, que je connaissais pas du tout l'équipe des Bluets, je lui ai dit je pense que ça va s'arrêter là et qu'on va pas faire le projet ensemble. Et elle m'a dit mais si, absolument, là, on a fait tout ce travail ensemble jusque-là, c'est pas pour que tu t'arrêtes là. Et donc si elle était transférée au Bluet, elle tenait absolument que ce que je vienne quand même faire des photographies au Bluet. Voilà. On va regarder le film. C'est comme prendre des drogues en fait, et tu pars dans une bulle pendant quelques temps, et puis tu reviens et tu sais que qu'il s'est passé quelque chose de soit très fort, il s'est passé quelque chose, mais c'est complètement déconnecté de la vraie vie, mais ça fait partie de toi pour toujours. C'est qu'il va se passer quelque chose de très fort, je sais pas où je vais, je sais pas dans quelle sphère je vais aller, mais j'y vais, d'accord, j'ai accepté, et donc j'arrive pas à le prévoir en fait. J'accepte juste d'aller dans un truc qui va être un peu fou, un peu irréel, et puis je vais en revenir et puis on passera à autre chose.
Je dirais même, j'ai l'impression même qu'il n'y a que moi en fait. Non, c'est un truc, c'est pas quelque chose que j'ai l'impression de partager avec beaucoup de monde. Si je le partage, c'est un petit peu avec Francesco. Mais même avec ma mère, je partage pas du tout. Avec des amis très proches. Je sens qu'elle demande en fait, mes amis proches, qu'elle me demande des nouvelles, comment ça va, comment tu te sens. Mais je sens pas le besoin de partager. Donc je partage pas. Mais c'est souvent ça avec les choses, avec les sentiments qui sont forts pour moi, c'est que je partage très peu. Ou avec par exemple le sentiment amoureux, je sais que c'était des choses dont j'arrivais pas à parler aux autres parce que c'était juste trop fort et je voulais le garder pour moi. Mais je crois que c'est un peu pareil en fait. C'est que j'ai envie de le garder pour moi. Je vois, quand j'y pense, je vois juste une salle sombre. Je me vois assez seule. Pourtant, je sais que, tu vois, il y aura toi, il y aura Anne, il y aura Francesco, mais je me vois assez seule quand je me projette. Et je vois un peu ça comme si j'avais les yeux fermés et il y avait juste, pouvait attraper des mains de temps en temps pour m'aider, en fait. Je vois ça long, quand j'y pense aussi. J'ai l'impression de partir en voyage, quoi, de quelque chose qui va durer, quelque chose d'endurant. Il va falloir être endurante. Mais je me pose des questions sur le travail et la douleur, comment je vais gérer tout ça. Je me pose la question, est-ce que je vais y arriver, clairement. J'essaye de trouver des clés, des petites... J'essaye de pas me noyer dans trop d'informations, de juste retenir 2-3 clés, 2-3 conseils pour arriver à gérer ma douleur comme je peux. Et après, la grande question, c'est comment ça va se passer, mais celle-ci, je l'aime bien, cette question-là, je suis contente d'être curieuse de comment ça va se passer. Mais la question qui me turlupine, oui, c'est juste, est-ce que je vais y arriver, quoi? Est-ce que je vais réussir à maîtriser la douleur, enfin à la maîtriser, à l'accepter, à la gérer tout simplement. Je comprends pas en fait ça, que ça le fasse une deuxième fois, que je me sente encore avec beaucoup de colère, Enfin, je trouve que c'est une vraie thérapie qui va peut-être pas jusqu'au bout, mais et ça, autour de moi, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Tu vois, mes copines qui sont mamans ou quoi. Alors peut-être que elles, la thérapie, elles l'ont faite avant de la grossesse, je sais pas très bien. Mais moi, ça me déborde un peu tout ça. Après, voilà, c'est aussi chacun sa problématique. Moi, peut-être que ma problématique, c'est l'enfance, donc c'est pour ça que là, ça revient. D'autres, leur problématique, c'est autre chose. Mais ça, c'est un petit peu... c'est perturbant, quoi. Tu dis que, merde, tu vas encore t'engueuler avec tout le monde pendant des mois. Mais c'est intéressant, tu vois, mais ça fait partie aussi, comme je dis, de ce rite que je vois dans la naissance, dans le fait de devenir maman. C'est un rite initiatique entre moi et mes enfants, mais en fait, finalement aussi entre mes parents et moi. Et je trouve ça assez fou, en fait. Je trouve ça bien fait, finalement. Beaucoup, moi, je me suis mise vraiment beaucoup en colère avec mes parents. Enfin, moi, là, je viens de couper les ponts complètement avec mon père. Alors que je l'avais pas osé le faire la première fois, et là, je me dis, bon, c'est bon, ça suffit. Et jamais j'aurais cru que j'aurais été capable de faire quelque chose comme ça. Pourtant, je savais très bien qu'il fallait que je le fasse. Et là, je m'en suis senti le courage. C'est bon, j'ai mis les points sur les i, je fais le tour, voilà, on arrête avec cette histoire. Et c'est la grossesse, quoi. C'est la grossesse qui m'a donné soit l'énergie, mais aussi qui m'a donné l'occasion d'y voir clair. Et juste de prendre l'essence des choses, voilà, il y a quelque chose qui va pas, et pour moi c'est crucial, donc si ça va pas, tant pis, quoi. Non, j'ai l'impression que c'est tout petit le mois qui reste. et j'ai hâte que ça arrive, en fait. Parce que là, j'en suis un peu entre les deux. Je te disais tout à l'heure, ou je sais pas qui je te disais, que
tous les commerçants du quartier sont en train de me dire alors c'est pour bientôt, alors que la semaine dernière on me disait rien. Donc je sens là aussi que autour de moi les gens se préparent plus, et puis j'ai l'impression que le fait qu'il y ait des bourgeons partout, ça veut dire que moi aussi il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Je me sens un peu comme si tout le monde autour se motivait, les gens, les plantes, avec moi. Donc c'est vrai que quand je fais des projets, moi j'aime bien faire parler les gens, donc en général je fais beaucoup parler les gens, ce qui a été le cas. Donc dans le cas de Jane, Jane parle très bien en plus, donc c'est assez simple. Après il y a deux autres femmes, une aussi avec qui ça s'est très très bien passé, avec qui on a parlé beaucoup, une autre qui a eu un peu plus de mal à se livrer, donc ça a été plus compliqué. Enfin pas plus compliqué, mais ça a été moins simple. C'est vrai que moi, c'est ce que je disais au début, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose pour moi dans tout le passage de toute la grossesse et l'accouchement. Il y a une espèce de truc un peu voyage initiatique, et il y a énormément de choses qui se jouent. Et donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de les faire parler régulièrement, parce que d'une part on apprenait à se connaître et ça permettait de se livrer plus, et d'autre part on a vraiment pris le temps de pouvoir poser les idées. Sachant que moi, mon mode opératoire d'interview, j'avais une liste d'une dizaine de questions, et en fait je leur posais une fois par mois les mêmes questions pour voir comment ce parcours-là, comment ça évolue. Et c'est vrai que c'est surprenant. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a sur le début, elles ne veulent pas du tout parler de l'accouchement, et c'est pas du tout la problématique actuelle. Plus ça avance, plus elles en parlent. Il y a une période où elles ont un peu peur, et une période où elles ont complètement envie. Et il y a vraiment, je trouve, une évolution au cours du temps, moi qui m'a beaucoup intéressée dans ce parcours. Et c'est pour ça que aussi le montage est un peu long, et j'avais vraiment envie de prendre le temps, et je trouvais intéressant parce que Jane, elle parle doucement, elle pose sa voix, et j'avais vraiment envie qu'on prenne le temps de rentrer dans ce parcours-là pour arriver à la naissance. Et la petite musique de sortie qui est assez longue aussi, j'avais envie qu'on reste aussi dans quelque chose où on sorte de là et on attende et on prenne le temps de sortir de ce parcours-là. Voilà. Bonsoir à tous, ça marche. On m'a demandé d'intervenir ce soir donc avec une double casquette, comme le disait tout à l'heure Marianne, ce qui est pas très simple, mais je vais essayer de distinguer un peu les deux. Je vais d'abord vous faire part d'un récit, le plus court possible, mais de ce que j'ai pu vivre en tant que papa d'une petite fille qui est née il y a 1 an de ça au calme. Et un récit qui est le mien, il pourrait sans doute y en avoir 100 autres. Et voilà, il n'a pas plus de valeur que ça, je dirais, c'est mon expérience. Et puis, dans un second temps, effectivement, j'essaierai de faire un peu le philosophe et éventuellement de suggérer quelques pistes de réflexion autour de ce thème de ce soir. Alors, pour ce qui est du récit, quand j'ai essayé d'y repenser un peu ces derniers jours pour essayer de savoir aussi ce qui avait été ce temps de naître et ce temps de la naissance pour moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que finalement ce temps s'est partagé, qu'il y a eu plusieurs étapes, je dirais, qui m'ont amené aussi à devenir papa et à accueillir pleinement ce bébé. Et ce qui m'a frappé notamment, c'est que le temps au départ était un temps très abstrait. C'est-à-dire que je m'attendais à prendre une décision d'avoir un enfant, et puis un jour
ça y est, c'est la belle nouvelle, ma compagne est enceinte, c'est formidable, et là je m'attends à ce que ça bouleverse complètement ma vie. On m'avait dit que ça bouleversait la vie, donc je m'y attendais un peu, et en fait non. C'est-à-dire que dans un premier temps, précisément, les choses restent justement quelque part impalpables. Je ne vois pas grand-chose, je ne vois pas grande différence. Évidemment, je ne sens rien directement, ça va de soi. Mais tout ça reste finalement assez lointain. Alors je me renseigne, je regarde sur Internet, je vois ce qui se passe, je consulte plein de sites, voilà, mais de fait, je ne sens pas. Et c'est pas directement une expérience que j'ai. Et donc ce temps dans lequel je me projette, c'est ce que j'appellerais volontiers le temps des projets, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me vois papa plus tard, je me vois aller au parc, je me vois réveiller la nuit, bref, je me projette dans plein de choses et dans plein d'histoires, mais finalement je ne suis pas complètement en phase avec ce qui est réellement en train de se passer. Et qui est cette grossesse. Donc voilà, les choses restent encore un petit peu lointaines à ce moment-là, et elles vont le rester encore un petit moment, je crois. Et ce qui m'a aidé petit à petit dans ce parcours et dans ce temps, je crois que c'est notamment l'accompagnement à la naissance qu'on a pu avoir, et qui m'a permis justement d'être quelque part, je dirais, de plus en plus en phase avec ce qui était en train de se passer et avec ce que j'étais aussi en train de devenir. Et c'est pour ça que je trouve que c'est, après coup, un temps c'est heureusement qu'il y a eu toute cette durée, parce qu'il a fallu du temps pour ça, pour petit à petit coller avec ce qui était en train de se jouer. Et ça a pris du temps. Et je me souviens que notamment les premiers rendez-vous avec la sage-femme qui nous suivait, je me souviens d'avoir essayé de sentir le bébé, parce qu'elle y arrivait vachement bien, donc c'était super. Je voulais que ça marche aussi, et je vais être très honnête, je ne dois pas être hyper doué à ce sport-là, parce que, bon voilà, donc tout ça restait quand même encore un peu lointain, et l'impression de quelque chose sur quoi je n'avais pas vraiment prise. Et je crois que ce qui a changé les choses assez nettement, c'est le moment où j'ai senti le bébé pour la première fois, où je l'ai senti bouger. Et là, je dirais qu'il y a vraiment un temps différent qui s'est ouvert, qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est joué, puisque finalement, ça m'a permis de coller aussi, comme je le disais tout à l'heure, à ce qui était en train de se passer. Et pour moi, ça a été vraiment le temps d'une rencontre qui s'est ouverte à ce moment-là. Le temps d'une rencontre, c'est le temps où j'ai commencé finalement à avoir en tout cas l'impression assez forte d'échanger des choses, d'avoir des interactions, éventuellement de susciter des mouvements, des choses. C'est le moment où j'ai commencé à lui parler beaucoup plus, à l'appeler par son prénom, etc., etc. Et donc j'ai vraiment une impression que à partir de ce moment-là, on a commencé à se diriger véritablement vers la naissance et vers cet événement à venir. Et donc là, j'étais plus spécialement, je dirais que je me projetais plus spécialement dans ce qui viendrait finalement bien après, et comme je le disais tout à l'heure, les promenades au parc, mais de ce que finalement on était en train de vivre tous les trois. Donc voilà un peu, si vous voulez, très rapidement ce qui me frappe dans ce parcours. Alors peut-être juste un mot sur le temps de la naissance en tant que tel, ou à proprement parler, et l'expérience que j'ai pu en avoir. C'est l'expérience d'un temps un peu mis entre parenthèses, je dirais, qui a permis d'achever ce processus permettant de devenir papa. C'est un temps qui a duré, ça a été assez long. La demoiselle a pris son temps, mais c'était sans doute nécessaire aussi pour moi. Mais surtout, c'est un temps où j'ai vraiment eu l'impression que c'était un temps rien qu'à nous, quoi. Bon, c'est assez banal ce que je dis, mais un temps qui n'appartenait plus aux autres, un temps qui n'était plus un temps commun avec le monde entier finalement. Ça a été notre temps, notre parenthèse, et la parenthèse qui a permis de finir aussi pour moi cette rencontre. Alors juste pour terminer ce
ce petit récit ou cette expérience personnelle, je sais qu'il y a eu quelque chose pour moi qui a été très important et qui rentre pleinement dans ce temps de la naissance, puisque le lendemain matin, je suis allé à la mairie faire la déclaration d'état civil, et ça a été un moment, pour le coup, extrêmement fort, où j'ai véritablement eu l'impression d'introduire d'une certaine manière ma fille, ou de l'amener aussi à la société. Et en ce sens-là, ça a été aussi, pour moi, ça reste un aspect très important de cette naissance, ce moment aussi où on s'ouvre vers les autres et vers le monde dans lequel on vivra tous ensemble. Donc voilà, il faut que j'avance. Voilà ce que je peux dire en tout cas de ce qu'a pu être cette expérience. Alors, c'est maintenant que je change de casquette et que je vais essayer de vous proposer un regard plus philosophique sur ce thème du soir, le temps de naître. Alors, quand on m'a suggéré ça, je me suis intéressé finalement à ce que ça pouvait signifier naître pour un être humain. Quel sens on pouvait donner à cette naissance, et il me semble que ça ne va pas complètement de soi. Et notamment, est-ce que naître, c'est uniquement ce que j'appellerais venir à la vie, entrer dans la vie, et est-ce que c'est seulement la vie qui se perpétue et qui se reproduit ? Comme le disait Marianne tout à l'heure, la lecture d'Hannah Arendt m'a un peu aidé à réfléchir là-dessus. Juste au passage, je trouve ça amusant parce que finalement, les philosophes ont beaucoup parlé de la mort. Ça les préoccupe, ça doit être un truc très philosophique. Donc effectivement, on se préoccupe beaucoup de savoir ce qui se passe au bout de l'affaire, mais finalement très très peu de philosophes ont parlé de la naissance, du fait même de naître et de ce que ça peut signifier. Et justement, Hannah Arendt est sans doute une des seules, en tout cas une des premières, à vraiment faire de la naissance, du fait de naître, ce qu'elle va appeler la natalité, la condition de l'existence humaine, une condition de l'existence humaine fondamentale. Donc j'en parlerai un tout petit peu plus tard, mais avant ça peut-être, la naissance, il me semble qu'il y a une première chose à dire, c'est que c'est un fait de la nature, c'est un fait biologique. Donc naître en ce sens-là, ce serait venir à la vie. Alors, ce temps de naître, c'est alors le temps de ce que j'appellerais la génération. Il y a toute une étymologie qu'on pourrait s'amuser à faire et à retrouver aussi bien en latin qu'en grec, qui renvoie à cette idée de génération, d'origine, d'engendrement, etc. Et donc la génération, c'est quoi ? C'est le temps et le processus par lequel la vie se perpétue, la vie se reproduit et un nouvel être se forme, se constitue. Et donc cette génération, elle renvoie à un temps qui est très objectif, à un temps qui est à peu près le même pour tous les êtres humains, en tout cas à ma connaissance. C'est le temps de la nature, c'est le temps de ses mécanismes et de ses lois. Et donc c'est le temps que la science va étudier, et éventuellement sur lequel la médecine interviendra selon qu'elle le juge normal ou pathologique. Selon que ce temps, dans le cas particulier qui se présente, est accéléré, ou bien le processus se déroule trop lentement. Donc là, on a affaire au temps biologique, venir à la vie, et c'est peut-être le premier sens de la naissance. Mais justement, il me semble que la naissance pour les hommes, ça ne s'arrête pas là. C'est pas seulement un nouveau vivant qui débarque parmi d'autres et la vie qui se perpétue. Je crois que naître, c'est aussi, et le français le dit assez bien, venir au monde. Et cette expression, elle est à la fois forte et très belle. Venir au monde, c'est aussi entrer ou faire son entrée dans un monde qui est plus vieux que soi, qui donne du sens à cette naissance et qui va accueillir, alors souvent par des rites, par différentes pratiques sociales et culturelles, le nouveau-né. Donc c'est ça aussi, naître me semble-t-il, et en ce sens-là, la naissance, c'est peut-être aussi la rencontre de l'autre, la rencontre d'une extériorité, de quelque chose qui est fondamentalement et radicalement différent,
et ce qu'Hannah Arendt appellera la pluralité humaine. Donc à la fois une grande diversité et en même temps une diversité qui nous accueille. De ce point de vue-là, donc je le disais, oui, la naissance, elle se joue aussi à travers des processus sociaux. On n'a évidemment pas le temps d'en parler ici, mais ce serait intéressant de voir comment d'une société à l'autre, par exemple, on va donner un nom, le temps que ça va prendre, et c'est pas du tout la même chose pour le coup selon les sociétés dans lesquelles on se projette. Donc ça, ce serait intéressant pour voir justement comment une société accueille le nouveau-né. Donc voilà, je passe vite parce que je vais passer le micro assez rapidement. Je crois que le temps qui m'est imparti arrive à sa fin. Juste pour arriver peut-être à la dernière suggestion par rapport à ce que peut signifier naître, je crois que encore une fois, naître pour un être humain, c'est pas seulement, comme pour la plupart des vivants, répéter la vie qui a déjà été celle des parents, des géniteurs, etc. Et donc c'est là qu'Hannah Arendt, je lui donnerai un peu plus la parole peut-être, ce qu'elle nous explique, c'est que naître, c'est aussi devenir acteur de ce monde dans lequel on entre. Et Hannah Arendt présente la naissance comme la possibilité d'un renouvellement du monde. C'est-à-dire que le nouveau-né est quelque part la promesse de quelque chose de nouveau, de quelque chose de fondamentalement différent, d'une existence qui va se développer et qui, par ses actes, par ses engagements, aura cette capacité de changer le monde dans lequel il vient. Petit extrait qui est très beau, la natalité, ça renvoie finalement à ce qu'elle appelle le miracle qui sauve le monde. Le domaine des affaires humaines, de la ruine normale, c'est finalement le fait de la natalité dans lequel s'enracine la faculté d'agir. Donc voilà, le miracle qui sauve le monde, c'est que finalement ce nouveau-né, il va pouvoir affirmer une identité dans ce monde, il va pouvoir développer une identité plutôt que seulement, je dirais, être déterminé par une identité naturelle, biologique, ou être déterminé par une identité sociale qui lui est donnée. Donc il va pouvoir s'affirmer, il va pouvoir exister comme ça, et en ce sens, et je terminerai là-dessus, le temps de naître, c'est aussi ce temps par lequel, en tout cas on peut se dire ça, c'est peut-être ce temps par lequel justement, on apprend tout ça, on apprend à exister pleinement dans ce monde, à agir, à s'engager dedans, à faire des choix, etc. Voilà. Merci beaucoup, Cam. Je suis très heureux d'être parmi vous. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir au bébé. Alors, je me considère comme un élève de Bernard Tisse. Sans doute beaucoup connaissent Bernard Tisse, psychanalyste, qui, lorsqu'il faisait entrer une future maman, dans son cabinet, qui attendait un bébé, disait d'abord « bonjour au bébé ». Voilà, alors que le bébé n'était pas encore au monde, sur Terre. Voilà, c'était très beau. Je suis toujours admiratif devant une telle attitude, quoi. Ce que ma vie professionnelle m'a appris, pas seulement professionnelle bien sûr, mais quand même professionnelle, c'est à connaître les bébés, finalement à apprécier ce que nous apportaient les bébés, tout ce qui vient d'être dit. Et pour moi, évidemment, essentiel, le bébé, il renouvelle la vie, quoi, hein. Il nous apprend la vie, hein. C'est lui qui nous tend les bras pour continuer à vivre, pour vivre. C'est notre éducateur. Donc, je suis toujours très touché de parler devant des bébés, voilà, alors que je devrais les écouter, quoi. Bon. Voilà. Alors, pour parler du temps, je me suis senti vraiment très mal placé. J'estime qu'il y a finalement dans l'espèce humaine des gens qui sont ponctuels, qui sont des maniaques de la ponctualité. Voilà. Il y en a qui sont toujours en avance, ce qui n'est pas la ponctualité, et d'autres qui sont toujours en retard, et j'appartiens à cette espèce. Voilà, un peu désolante et j'en suis assez honteux. Donc je me dis que j'ai quelque chose avec le temps qui ne fonctionne pas correctement.
Et pourtant, notre vie, elle est ponctuée par le temps, notre liberté est encadrée par le temps. Autrement dit, le temps joue évidemment quelque chose de fondamental dans toute l'organisation de notre vie. Finalement, dans une certaine mesure, heureusement que le temps est là, quoi, hein, parce que ça nous permet de vivre, en définitive. Alors, on vous a dit que j'étais président d'une société d'histoire. Je ne suis pas président de la Société d'histoire de la naissance, mais secrétaire. Et je le dis parce que je tenais beaucoup à ce que notre Société d'histoire de la naissance, passionnante, auquel je vous invite tous à participer d'une façon ou d'une autre, il était très important que ce soit une historienne ou un historien qui soit président d'une société d'histoire. Voilà, ça me paraissait essentiel. Les professionnels ayant toute leur place par ailleurs. Voilà, alors donc le temps, je suis sans doute un peu fâché avec lui, c'est assez connu, donc là il va falloir que je fasse très attention à la pendule, parce que sinon il est évident que je vais dépasser mon temps, ce qui n'est pas bien du tout, quoi. Alors le temps, bah oui, vous le savez, c'est le temps du bonheur, mais c'est aussi le temps du malheur, c'est le temps de la naissance, mais c'est aussi le temps de la mort, comme on l'a dit. Voilà, on s'inscrit dans cette histoire ponctuée par le temps. Et le bébé, finalement, la naissance, la grossesse est un événement particulièrement ponctué par le temps, quoi, hein. On attend un bébé, voilà. Donc on s'inscrit dans le temps avec le bébé. Alors on attend un bébé, en général, ça veut dire qu'on attend qu'il naisse, quoi, hein. Mais avant qu'il naisse, on va attendre qu'il se mette en route. D'ailleurs, c'est ce que le papa philosophe a dit. Voilà, on attend qu'il se mette en route. Voilà. Et ce temps est tout à fait extraordinaire, celui de l'attente du bébé qui va venir. Et je pensais, et je vous livre cette réflexion, que finalement, si on a envie d'un bébé, hein, on va pas parler du désir, je ne suis pas psychanalyste ni psychologue, et je ne veux pas parler de désir, c'est trop compliqué, le désir, vous savez, on en ignore l'objet, donc on va parler du souhait de bébé, très simplement. Ben, quand on souhaite un bébé, est-ce qu'on le souhaite à un moment précis quand on fait l'amour? Non. Et on ne peut pas faire bien l'amour si on décide de faire un bébé ce soir. Voilà, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui est très curieux, après tout. Or, on sait que le bébé commence à un jour précis. Autrement dit, lors d'un rapport sexuel précis. Mais pour mieux faire les enfants, il me semble, c'est ça que je voulais vous livrer, il me semble qu'il faut être très disponible. Voilà. Autrement dit, faire l'amour comme on a envie de faire l'amour. On fait un bébé parce qu'on s'aime, je veux dire théoriquement. Voilà, habituellement. C'est comme ça que ça devrait se passer. Je le souhaite à tout le monde, en tout cas. Voilà. Or, faire l'amour et vouloir faire un bébé, et je vous le dis parce que on connaît professionnellement des couples qui veulent absolument faire un bébé. Voilà, faut faire un bébé, voilà, et c'est une anxiété permanente. Et donc, est-ce qu'on peut bien faire l'amour quand on veut faire un bébé maintenant? Je n'en suis pas sûr. Je crois qu'il faut vraiment être disponible à l'attente, à l'accueil du bébé pour bien faire un bébé. Mais nous savons aussi, nous autres professionnels, que on a beau souhaiter un bébé, il ne vient pas toujours. Donc un bébé, parfois, il se fait beaucoup attendre. Voilà. Les bébés viennent trop tôt. Voilà, on veut un bébé, mais c'est curieux, il arrive trop tôt. Voilà, donc on était prêt, mais en fait, on le dit, finalement, on n'est pas tout à fait prêt. Autrement dit, on a le sentiment d'avoir fait trop tôt ce bébé. C'est des choses qui arrivent, ou trop tard. Voilà. Et maintenant, on n'a plus envie de bébé, alors qu'on en avait eu longtemps envie, quoi. Donc, on s'inscrit dans un rapport au temps qui est un peu compliqué. Voilà, quelques idées sur le rapport au temps par rapport à la mise en route de cette vie nouvelle. Voilà, on a parlé de l'altérité, ce qui est évidemment fondamental. Entre parenthèses, pour faire un bébé, je crois qu'on ne peut le faire qu'en société. On ne peut le faire que parce qu'on appartient à une société. Je veux dire, c'est trop fort de faire un bébé. Il faut qu'on sache qu'il y a autour de nous des gens qui vont nous aider. Qui vont nous aider à vivre avec ce bébé. La responsabilité d'un bébé, enfin, évidemment, on peut balayer tout ça et se dire qu'on fera comme les autres, après tout, on est aussi bien que les autres, on pourrait élever un... Non,
On sait bien qu'un bébé, c'est considérable. Enfin, je veux dire, l'accueillir, c'est trop fort. Et je crois que si on fait des bébés, c'est parce qu'on a des amis. Voilà, c'est parce qu'on a des parents, c'est parce que, oui, on s'inscrit simplement, en définitive, dans la reproduction de la vie, mais c'est un acte tellement considérable qu'on a besoin d'être ensemble pour faire un bébé. Et pourtant, on ne le fait qu'à deux, et en général, pas sur la place publique. Voilà. Mais c'est parce qu'on a dans la tête avec nous les autres. Voilà. Et c'est une réalité, les autres. Voilà. Et c'est ça qui nous permet de faire des bébés. C'est tellement, je veux dire, c'est considérable. Voilà. On a parlé de Hannah Arendt. Il y a un autre philosophe qui dit très bien les choses par rapport à la responsabilité qu'on a le jour où on fait un bébé. Voilà. C'est Hans Jonas dans le principe responsabilité. Voilà. Il dit au moment où on fait le bébé. Voilà. On a la responsabilité de cette vie nouvelle qui va arriver. Voilà. Et pourtant, on ne sait pas quand on le fait. Voilà. Le mystère du temps, c'est quelque chose, effectivement, de très curieux. Et on vit avec le temps. Alors, 2 mots d'histoire quand même, parce que c'est un peu par ce bout-là que je prends la vie et que j'ai pris ma profession un peu. Ben, pendant très longtemps, l'humanité s'est évidemment passée professionnelle de la naissance. C'est-à-dire pendant des milliers d'années. Et pourtant, nous sommes là. Voilà. Autrement dit, bien sûr que c'est un acte physiologique, comme il a été dit. Il n'y a pas besoin ni de sage-femme, ni de médecin. Mais très très vite, et toutes les sociétés humaines le montrent, il y a des accompagnateurs pour accueillir ce bébé, et pour, y compris, accompagner cette femme, principalement cette femme. Les papas, finalement, ça vient un peu tardivement dans l'histoire humaine, c'est un peu compliqué le problème des papas, d'autant que, comme vous le savez, les hommes vont s'inscrire dans une conception des rapports avec les femmes, qui est une conception dominatrice. Il ne faut jamais oublier ça. On sort, je suis de ceux qui pensent qu'on sort de cette période de l'histoire de l'humanité, autrement dit basculement anthropologique, comme le dit Françoise Héritier, mais on en garde des traces. Voilà. Donc c'est quand même un peu compliqué, ces rapports père-mère et accompagnement de la grossesse et de la naissance. Toujours comme le papa philosophe l'a dit, on ne sent pas tout de suite qu'on est papa. Voilà, la vie n'est pas bouleversée parce qu'il y a un tout petit bébé dans le ventre de sa compagne. Les femmes ont trouvé des accompagnatrices très tôt dans l'histoire de l'humanité, dans les sociétés humaines. Il y a des femmes qui accompagnent les femmes qui attendent des bébés. Voilà. Et ce sont des femmes. C'est pas une affaire d'hommes, vraiment pas une affaire d'hommes. Et progressivement, et je vais accélérer un peu pour ne pas vous faire toute l'histoire de la naissance, qui est un peu longue quand même. Progressivement, des femmes vont se spécialiser dans les communautés humaines, dans l'accompagnement de la grossesse et de la naissance. Voilà. Elles ne sont pas des professionnels au sens où on l'entend aujourd'hui. Progressivement, des femmes vont se spécialiser dans l'accompagnement de la naissance. Des femmes, toujours des femmes. Et cette spécialisation des femmes à l'égard d'autres femmes qui attendent des bébés va être reconnue socialement. Elle porte un nom, matrone, puis sage-femme. Dans un certain nombre de pays, c'est notre cas, voilà. La matrone n'est pas du tout une professionnelle. La sage-femme devient une professionnelle qui se forme dans les hôpitaux, dans les maternités. Les sages-femmes, donc, sont les continuatrices de ces femmes qui ont accompagné d'autres femmes. Elles deviennent des vrais professionnels. Elles passent 3 mois, 6 mois dans des maternités à leur formation. Ce sont, à mes yeux, réellement les premières professionnelles de la naissance et qui inventent une profession, voilà, le médecin n'étant là que dans des situations qui, la plupart du temps, étaient dramatiques. Voilà, faut être tout à fait clair. Le rôle du médecin, dans un premier temps, est absolument secondaire, si ce n'est pour le drame, c'est-à-dire, en général, ce qui précède la mort soit d'un bébé, soit d'une femme. C'est ça, la situation. Des sages-femmes sont de vrais professionnels qui écrivent, voilà, qui enseignent,
Mais on va assez vite se buter sur l'apparition d'un nouveau professionnel qui est le médecin. On est aux alentours du 16-17e dans l'ensemble des pays occidentaux. Quelle est la fonction du médecin? Eh bien, quand on réfléchit, quand on étudie l'histoire et de près, on s'aperçoit que la fonction du médecin, celle qui lui est donnée, c'est très simplement d'assurer que les nations, elles aient le maximum d'enfants. Est-ce que c'est parce que les gouvernements, les monarchies aiment les enfants? Non. C'est parce que les monarchies et les gouvernements sont des grands consommateurs d'enfants. C'est très clair. On a besoin des médecins pour ça. Et c'est très important de comprendre ça. Est-ce que ça veut dire que les médecins s'inscrivent dans cette conception assez, pas totalement, mais assez. Beaucoup le comprennent. Ils s'inscrivent dans la conception générale de l'organisation des sociétés humaines, de la notion de puissance des nations, très simplement. C'est Vauban qui le dit à Louis XIV, une nation puissante, c'est une nation peuplée. Comme vous le savez, la mortalité infantile est très élevée. Beaucoup de bébés décèdent à la naissance, et des femmes aussi. Naturellement, c'est aux alentours de 1 à 2% des femmes qui meurent à chaque grossesse. C'est considérable. Hein? C'est considérable. Est-ce que les médecins vont changer quelque chose sur le plan des résultats et du nombre d'enfants qui meurent ou qui vivent? Pas grand-chose jusqu'au XXe siècle. Faut savoir ça. Ça, c'est très important. Le XIXe siècle est par exemple le siècle où la mortalité infantile et surtout maternelle est la plus élevée. Nos maternités hospitalières sont le lieu d'une septicémie à streptocoque la plupart du temps, connue sous le nom de fièvre puerpérale. Qui vient dans les maternités? Ce sont les femmes les plus pauvres, qui n'ont pas de toit. La Révolution a discuté des maternités hospitalières. Les médecins ont dit il nous faut des maternités hospitalières pour apprendre notre métier et pour l'apprendre aux sages-femmes. La Révolution était très généreuse, comme vous le savez, et pensait que ce qui était important, c'est qu'il y ait de bonnes conditions pour naître, pour accueillir les enfants. Voilà, mais on a calmé les révolutionnaires de l'époque en leur disant mais de toute façon, vous avez des femmes et des femmes qui n'ont pas de lieu où accoucher. Il faut donc des maternités. Et les maternités ont eu des conséquences particulièrement graves dans toute l'Europe, hein, dans tous les pays occidentaux, y compris donc l'Amérique du Nord, avec des taux de mortalité qui étaient de l'ordre de 10%. Je passe, on doit aller vite. Les médecins s'inscrivent dans une conception qui est une conception productiviste des bébés. Les médecins ont une horloge, j'allais dire à la place du cœur, je l'ai dit d'ailleurs parfois, en tout cas greffée dans leur corps. Voilà, l'horloge est un élément essentiel des conditions de naissance. Voilà. Un bébé, il doit naître au bout de tant de temps. C'est valable pour la dilatation, c'est valable pour l'expulsion, c'est valable pour la délivrance. Voilà, nous fonctionnons avec des chronomètres. Et pendant ce temps-là, la sage-femme, alors je ne vous dis pas, les sages-femmes ont été malmenées pendant cette période. Vraiment malmenées. On a des textes qui sont tout à fait clairs. Autrement dit, ça ne va pas de soi, le rapport entre médecin et sage-femme, contrairement à ce que souvent on dit. Non, ça a été particulièrement difficile. Entre parenthèses, dans un bouquin que j'ai ramené, là, de Mireille Lager, qui est une historienne de la naissance, qui est morte jeune, malheureusement, la préface est de Philippe Ariès. Vous connaissez, vous avez entendu parler de Philippe Ariès, l'inventeur de l'expression « l'enfant roi », donc qui explique qu'au XIXe siècle, l'enfant prend une place, il devient personne, quoi. Eh bien, Philippe Ariès dit les médecins, il ne faut pas leur laisser écrire l'histoire, hein, parce que c'est à leur louange, ils sont suffisants et hautains, et ils considèrent les sages-femmes
comme étant finalement particulièrement dangereuse. J'en arrive au temps et à la fonction de la sage-femme. Pour défendre une idée qui m'est chère et que certains connaissent peut-être, et je vous prie de m'excuser s'ils m'entendent radoter, je pense que les sages-femmes, qui sont les premières professionnelles de la naissance, sont les véritables accompagnatrices des futures mamans et de celles qui accompagnent le bébé pour naître. Et pourquoi ? Parce que contrairement à l'expérience des médecins, à leur expérience historique, à leur fonction sociale, celle que je viens de dire, les sages-femmes ne s'inscrivent pas du tout dans cette conception du monde. L'écoute, l'accompagnement, la connaissance, y compris de la souffrance, de la difficulté à mettre au monde un bébé, les amènent à une écoute, à une attention toute particulière. Lorsqu'on a inventé le forceps au XVIIe siècle, ça y est, les médecins ont trouvé la solution pour résoudre tous les problèmes. Le forceps va permettre de sortir les bébés rapidement, voilà. Et Baudeloc, dont vous avez peut-être entendu parler, il y a une maternité importante qui s'appelle Baudeloc à Paris. Baudeloc a condamné vivement ses propres collègues. C'est pour vous dire que je ne suis pas le seul à avoir un regard critique sur ma propre profession. Baudeloc a critiqué très sévèrement les médecins qui utilisaient les forceps sans indication. Voilà. Je lisais une histoire encore de sage-femme et de médecin. Voilà, il y a un accouchement qui était un peu long. Et une sage-femme, on est au 18e. Une sage-femme, finalement, quand même, elle craque. C'est trop long, ça lui fait peur. Voilà, elle appelle le médecin. Le médecin arrive. Voilà, il sort un forceps, il essaye une fois, il essaye deux fois, il essaye trois fois. Il s'en va. Il s'en va. Voilà, il s'en va. Il laisse la sage-femme avec cette femme qui n'a pas accouché, voilà, après une tentative d'extraction en échec, en grave échec. Alors les femmes du village, de la communauté, c'est près d'Albi que ça se passe, se concertent. Quoi faire ? On ne peut pas laisser cette femme comme ça, c'est pas possible. Elle va mourir et son bébé va mourir. Et donc les unes sont, on va appeler un autre médecin. Les autres on va appeler une vieille sage-femme qui a l'habitude, qui connaît, qui a une grande expérience. Et donc elle est plus près de cette femme qui a du mal à mettre au monde son bébé que le médecin qui est très éloigné. Ça, c'était aussi une des caractéristiques. Et donc, c'est la vieille sage-femme qui vient. Elle prépare une potion infecte. Et cette potion infecte, elle fait vomir la femme. Et en vomissant, la femme accouche de son bébé. Et le médecin arrive après la bataille. Vous voyez ? Bon. Mais ça, c'est des choses que les sages-femmes connaissent au maximum. Voilà. D'ailleurs, vous savez, Hippocrate, à propos du temps... faut que j'arrête maintenant. Oui, à propos du temps, il y avait... on disait que les histoires de bonnes femmes, vous savez, les hommes ont toujours des histoires de bonnes femmes à raconter, de grand-mères, enfin des histoires comme ça. Et donc, on disait qu'il était mieux qu'un bébé naisse à 7 mois qu'à 8 mois. Alors, voilà, c'était une histoire connue et qui est montrée en exemple à propos de l'empirisme des femmes, quoi, hein, qui racontent n'importe quoi, des bêtises qui font peur aux femmes, etc. Et en particulier cette idée. J'ai fouillé un peu ça en me disant, mais pourquoi les femmes auraient inventé cette histoire qu'il vaut mieux naître à 7 mois qu'à 8 ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est Hippocrate qui l'a dit. Vous voyez, c'est pas du tout les bonnes femmes, c'est Hippocrate. Voilà. Et je vous assure, je peux vous montrer de la génération, etc. Il dit, voilà, le bébé, il est la tête en haut. Il est la tête en haut pendant 7 mois. Là, il doit tourner. C'est un travail pour lui, c'est difficile. Il est extrêmement fatigué au bout de ce travail. Et à 8 mois, il est tellement fatigué qu'il ne peut pas tenir un accouchement. À 7 mois, il est encore en forme. Voilà pourquoi Hippocrate disait, oui, il vaut mieux accoucher à 7 mois qu'à 8 mois. Voilà. Eh bien, tout ça pour dire simplement, il y a une autre très belle histoire, alors vraiment je la recommande, celle-là, et puis j'arrête là, c'est Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dit dans l'anthropologie structurale, à propos de l'efficacité symbolique, une femme c'est pareil, dans un village, je ne me souviens plus si c'est au Mexique, mais au Guatemala, mais laissons cela, et donc
une femme n'arrive pas à accoucher. Voilà, là, sa femme craque, c'est pareil. Voilà. Bon, là, on va chercher le chaman. Et donc, le chaman écoute la femme, écoute son histoire, écoute ses difficultés, écoute ses propres angoisses et ses rêves. Et le chaman la réintroduit dans l'histoire de son village, de sa communauté. Histoire qui est une histoire légendaire, bien sûr, mais qui lui permet de retrouver sa place. Et la femme va accoucher. Il la réintroduit dans sa propre histoire de femme. Voilà, c'est très beau. Lisez ça ce soir, je vous assure. Il faut le lire. Et bien simplement pour dire, oui, je pense que c'est aux sages-femmes d'avoir la direction aujourd'hui de l'obstétrique et des soins obstétricaux. Je le pense vraiment. Nous autres médecins, on a beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup. Ça ne nous disqualifie pas du tout, y compris d'ailleurs des accouchements difficiles. Mais, et donc ça c'est le dernier mot vraiment, il y a une sage-femme que certaines connaissent qui s'appelle Jacqueline de la Villonnière. Après 68, elle est partie en Ardèche. Elle en avait marre de la société, voilà, telle qu'elle était organisée. 68 lui avait mis des bonnes idées en tête, mais elle a arrêté d'être sage-femme. Elle sortait de la maternité Port-Royal, une formation qui était excellente. Non, elle a envie très simplement d'élever des chèvres, mais c'est authentique. Hein. Et puis on lui a demandé, dans son village, parce qu'on a appris qu'elle était sage-femme, à accompagner les femmes qui avaient envie de rester à la maison. Eh bien, elle a inventé ce terme de gardienne de l'autopsie. Voilà la fonction des sages-femmes. Fonction tout à fait extraordinaire. Gardienne de l'autopsie, ça veut dire permettre à cette femme d'avoir confiance dans ses capacités de mettre au monde, d'écouter son bébé, voilà, et d'avoir cette volonté de réussir son accouchement. Et la sage-femme qui l'accompagne, qui l'écoute, voilà, elle a cette capacité. Pas toujours, bien sûr, il y a des situations qui nécessitent évidemment des gestes chirurgicaux, mais beaucoup plus qu'on ne le voudrait. Quand j'ai commencé mes études, nous étions à 5% de césariennes. Nous sommes aujourd'hui à plus de 20%. Même les professionnels médecins s'interrogent quand même si c'est bien juste de faire ça. Voilà, je suis très émue d'être parmi vous ce soir et surtout à cette place, c'est la première fois, donc je vais tenter de vous parler ce qui est pour moi la notion du temps et comment je suis arrivée finalement à travailler comme ceci. Donc je vous parle essentiellement un petit peu de mon approche, qui est l'approche globalement de beaucoup de sages-femmes, mais là je vais plutôt parler de moi, parce que je pense que c'est très personnel aussi l'accompagnement qu'on fait auprès de vous. Donc en tant que sage-femme, pour moi le temps de naître est évalué d'abord par mon savoir médical, et aussi par la rencontre avec une femme, un couple et un bébé pour les accompagner au plus proche de leur physiologie, en fait, et leurs besoins à eux. Et en tant qu'ostéopathe, parce que je suis également ostéopathe, donc pour moi il y a un temps corporel, la capacité à la mère et au bébé au moment de la naissance de faire qu'un. C'est cette manière qui, pour moi, qui est la plus physiologique pour venir à la vie, en fait, pour ce bébé. Faire qu'un, c'est quoi? C'est donner ce temps au bébé, finalement, d'être le plus facile pour aider le col à s'ouvrir. Voilà, ça me semble être la chose que le bébé doit faire pendant le travail et la maman doit être dans l'ouverture. Donc je vais vous expliquer un petit peu pour moi comment se fait tout ça. Je vais essentiellement consacrer mon intervention au processus de l'accouchement, puisque les autres ont parlé de plein d'autres choses. Moi, je vais parler que de l'accouchement. En tant que sage-femme, j'ai mis du temps à naître, moi aussi. Voilà, j'ai eu mon parcours, j'ai fait l'école de sage-femme où j'ai appris plein de choses qui m'ont beaucoup servi. Et ensuite, il y a eu des expériences assez incroyables qui m'ont permis de me poser plusieurs questions sur ce que je peux faire et comment je peux accompagner les naissances. Le temps, c'est un élément très très présent au moment de l'accouchement. Il faut avoir des contractions toutes les 5 minutes de douleur égale pour venir à la maternité. Une primipare a un travail en moyenne de 12 heures, une multipare en moyenne de 6 heures. On ne doit pas pousser plus de 30 minutes. S'il y a une stagnation, il faut rendre la poche des os, il faut mettre de l'ocytocine. C'est tout ce que j'ai appris à l'école et tout ce que j'ai fait pendant très très longtemps. J'essayais de pas trop rompre les poches parce que je me disais que pour le bébé c'était pas super sympa. Alors j'attendais. Et on m'appelait la sage-femme qui ne rompait pas les poches à la maternité. C'était très bizarre. Et voilà, je continuais à faire ça.
Et puis dans mon parcours, j'ai eu la chance d'aller travailler au Laos. Et au Laos, il n'y a pas d'ocytocine, même dans l'hôpital principal. Il n'y a pas de forceps. La seule chose pour aider les femmes à accoucher s'il y a un problème, c'est la césarienne. Et comme il n'y a pas d'anesthésie sur place et pas de médecin sur place, on se débrouille un peu comme on peut faire pour accompagner la femme à la naissance. Et je voulais partager avec vous une expérience qui pour moi a été assez révélatrice en fait, et qui m'a vraiment permis de me poser beaucoup de questions sur la manière dont je travaillais. Donc il y en a eu plein, mais il y en a une vraiment, je me suis dit waouh. Donc en fait c'est une prémipare qui a un travail assez harmonieux. Alors mon histoire des femmes au Laos, l'accouchement c'est une histoire de femmes, les hommes ne rentrent pas dans les salles de naissance. Elles arrivent accompagnées de leurs sœurs, de leur mère, elles sont 3, 4. Et donc il y a beaucoup de sages-femmes autour d'elles, c'est vraiment très enveloppant, très contenant. Moi je parlais pas très bien laotien, donc j'étais beaucoup dans l'observation, dans les gestes, et dans essayer de ne pas faire. J'ai compris qu'on ne pouvait pas faire grand-chose la plupart du temps, en fait, en tant que sage-femme. Et puis cette femme, à un moment, les contractions se sont arrêtées. Elle était à dilatation complète, ça veut dire qu'il n'y avait plus de col à l'ouverture et plus de contraction. Bon, je vous avoue que c'était la première fois que je voyais ça, parce qu'à l'hôpital, c'est pas possible. Déjà parce qu'on m'a mis de l'ocytocine sur les poches des os. Donc j'avais jamais pu observer ça, en fait. Et là, je me posais énormément de questions et tout le monde attendait. Vous imaginez bien l'anxiété qui montait en moi. Je pensais à toutes les pathologies possibles et imaginables, ce qui arrive à ce bébé, ce qui arrive à cette femme. Et puis, au bout de 5-6 heures, il me semble que c'est 6 heures, enfin, on arrive à la solution de il va naître par césarienne. Et donc, le couple refuse la césarienne, puisqu'ils disent mais il n'y a pas de contraction, nous allons attendre. Donc j'étais là, mais quand même. Donc j'essayais de les persuader. Et puis, le moment où on sort tous de la salle, et puis il y a une acceptation de la césarienne par le couple, d'accepter de rencontrer ce bébé finalement. Une équipe appelle tout le monde, et puis moi je me trouve l'idée de la masser. Donc je masse. Et là le bébé est né. Voilà. Alors j'ai pas fait grand chose, je pense que c'est essentiellement l'idée qu'enfin ce bébé pouvait naître, et je me suis aussi rendu compte que tant qu'on avait le fait d'écouter leur volonté avait permis aux contractions de se remettre en route, et j'ai découvert ce que ça s'appelait une pause physiologique, parce que avant je ne savais pas ce qu'était une pause physiologique. Donc je pense que du coup j'ai beaucoup lu, je me suis documentée, j'ai fait mes études d'ostéopathie qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses au niveau du tissu et de la capacité à l'ouverture. Et puis j'ai appris à observer, à écouter les femmes, à observer les couples. Et quand je suis arrivée au calme, j'ai fait que ça au début. Donc je m'installais dans un fauteuil et j'observais. Je vous avoue que j'avais très envie parfois de faire des choses, mais je me suis dit que j'allais observer. Et voilà, et puis j'ai appris à comprendre ce qu'était une pause physiologique et à me dire qu'est-ce que je fais en tant que sage-femme, est-ce que je suis dans la sécurité, est-ce que je suis pas dans la sécurité. Il faut savoir quand même qu'on a quand même une grosse responsabilité, on se pose toujours les questions essentielles de est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. Et finalement, la plupart du temps, c'est juste le temps nécessaire à la mère et au bébé de venir, quoi. La mère de devenir mère et au bébé de traverser le chemin de la vie. Voilà, donc c'est cette petite expérience du Laos qui m'a finalement conduit à venir travailler en maison de naissance. C'est assez essentiel parce que quelque part je me dis il y aurait eu l'ocytocine, ça aurait été très différent cette histoire, elle aurait peut-être pas eu la naissance qu'il a eu ce bébé. Il y aurait eu des forceps, et il aurait peut-être été attrapé un peu plus tôt alors qu'il lui fallait peut-être ce temps de naître. Et en même temps, je sais aussi dans mon métier que les forceps permettent de sauver des bébés dans certains cas, que les césariennes également. Donc voilà, il y a tout ça qui se confronte très souvent dans mon esprit en fait. Donc en fait, cette expérience, elle a avant tout éveillé ma conscience de jeune sage-femme et elle m'a dit que waouh, les femmes sont capables de tout ça, alors que c'est vraiment pas quelque chose que j'avais pu apprendre à l'école de sage-femme. J'avais appris qu'il fallait que ce soit un peu comme dans les livres, qu'il fallait que ça se fasse à un rythme précis. Donc ça m'a vraiment donné envie de faire autre chose. Je vous avoue qu'il y a toujours des questions. À chaque accouchement, je me pose les mêmes questions. Est-ce que c'est une pause physiologique? Est-ce que c'est le temps nécessaire au bébé et à la mère de la rencontre? Ou est-ce un diagnostic avec un risque avéré pour la mère et l'enfant?
Donc dans tout ce qu'on fait comme accompagnement à la naissance, en maison de naissance, à domicile ou en plateau technique, les sages-femmes qui prennent le temps, parce que le temps c'est un élément prépondérant de notre accompagnement, eh bien on se pose presque toutes les heures cette question. Je pense que mes collègues partagent mon avis sur ce cas. Donc la frontière entre la physiologie et la pathologie, c'est le rôle essentiel de la sage-femme. Elle doit nous le mesurer à chaque instant. Le temps de naître, c'est pour moi le temps qu'on donne à une mère de devenir mère physiquement et psychiquement, au père de devenir père, comme l'a très bien dit Sébastien, et au bébé de parcourir le chemin de la vie. Voilà. Alors, le temps de naître, est-ce que c'est une histoire de chiffres ? 9 mois, 38 semaines d'aménorrhée, X heures de travail, l'âge de l'enfant qu'on peut annoncer en jours, en semaines, en mois, en années au fur et à mesure qu'il grandit. Le temps de naître, c'est une modification de notre rapport au temps. Quelques petites phrases que vous avez certainement entendues ou prononcées vous-même. Une question lancinante pendant la grossesse, c'est pour quand ? Ou encore, qu'est-ce que je faisais de mes journées avant l'arrivée de bébé ? Le temps passe vite, nous prévient-on, et c'est ce qu'on vérifie effectivement après la naissance de l'enfant. Donc le temps de naître, c'est une temporalité à vivre, du point de vue des parents et du point de vue des bébés. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on explore un petit peu différentes strates qui sont en jeu dans ce temps de naître, afin de mesurer un petit peu les enjeux qui sont présents et de repérer les différents moments où cette triade père-mère-bébé aurait besoin d'être accompagnée, respectée, coucounée. Ça se joue à différents niveaux. C'est d'abord un temps qui nous relie à notre humanité. La Bible dit déjà, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Donner la vie, c'est effectivement accepter de donner aussi la mort, donner naissance à un être mortel. Moi, je me rappelle de cette jeune maman qui m'avait dit qu'elle avait pris conscience à la naissance de son fils qu'en lui donnant la vie, elle lui avait aussi donné la mort, et que ça avait été une prise de conscience assez puissante pour elle. Donc donner la vie, c'est une expérience métaphysique qui nous relie à notre condition humaine et qui nous inscrit dans notre histoire, qui a un début, la naissance, un déroulement, la vie, et une fin, la mort. Et donc on a cette opposition temporelle entre la naissance et la mort, alors qu'il y a l'opposition en termes d'état entre la naissance, la vie et la mort. Sous forme de clin d'œil, on peut penser à Coluche qui nous disait si j'en avais l'occasion, j'aimerais mieux mourir de mon vivant. Effectivement, mortels nous naissons et vivants nous mourrons. Ce temps-là, ce temps de naître, c'est aussi un temps qui nous relie à la généalogie. C'est-à-dire que la naissance à la parentalité opère un changement, un glissement dans les générations. C'est en particulier vrai pour la naissance de son premier enfant, c'est-à-dire qu'on était jusqu'à présent simplement fils d'eux, fille d'eux, et on devient également parent d'eux, et on fait glisser les générations, nos propres parents deviennent grands-parents, nos grands-parents deviennent arrière-grands-parents, etc. Donc le temps de naître, c'est le temps de la généalogie, de l'inscription dans la lignée, au sens sociologique, la lignée familiale, et au sens anthropologique, on peut remonter jusqu'à Lucie. Le temps de naître, c'est aussi un temps identitaire, c'est le devenir parent, ça a déjà été pas mal exploré, mais on peut en dire d'autres petites choses. Oui, je peux. C'est donc un processus qui peut être malmené par l'épreuve du temps, et j'ai cherché différentes situations dans lesquelles ça se présente. En particulier, lorsque le temps de l'attente se fait plus long que prévu. Ça a été déjà un petit peu évoqué quand il y a des situations d'infécondité. On sait que c'est une situation qui peut être douloureuse, qui peut être blessante sur un plan narcissique. En tout cas, voilà, ça ne se fait pas comme aussi vite que prévu. Ça peut être aussi un temps malmené quand il y a la situation de la prématurité qui vient précipiter les choses. Et évidemment, il y a l'inquiétude légitime par rapport à la santé de l'enfant, il y a le stress de l'hospitalisation, mais on peut aussi aller voir qu'est-ce qui se passe pour cette mère et pour ce bébé qui sont privés de cette cohabitation intime qui est habituellement prévue pour durer 9 mois. Et finalement, il manque à l'enfant le temps de grandir, il manque des semaines pour se développer, mais il manque aussi aux parents du temps pour approfondir, pour apprivoiser le devenir parent. Et d'ailleurs, au service de néonatologie, il y a un terme du langage qui peut transcrire ça. On parle d'âge corrigé et d'âge réel pour les enfants. C'est-à-dire qu'on compte la date par rapport à la date de naissance, mais on prend aussi en compte la prématurité pour parler de ce développement de l'enfant au regard du temps qu'il n'a pas eu finalement. Le processus du temps, il peut être malmené dans la prise en charge trop médicalisée, quand il peut y avoir un hiatus entre le temps banal du soignant
et le temps intime de la parturiente. C'est-à-dire que la perception du temps n'est pas la même quand on parle du temps collectif, du temps sociétal, et au contraire du temps intime, du temps singulier, qui est en jeu pour la triade père-mère-bébé. Ce temps identitaire, c'est le naître à soi du côté du bébé, ça a déjà été pas mal dit. On peut penser aux différents rituels, le fait de donner un prénom à l'enfant, une sorte d'inscription identitaire, c'est tous les rituels sociaux, l'annonce de la naissance, le faire-part, l'inscription à la mairie, voilà, toute cette façon d'inscrire l'enfant dans un corps social. Et donc au regard de toutes ces strates, on comprend que ce temps de naître, c'est un temps qui est à respecter, à accompagner. D'ailleurs, voilà aussi, il y a quelques redites, mais dans les sociétés traditionnelles, on avait ce système en poupée gigogne avec souvent des générations de femmes qui venaient envelopper la mère et l'aider à devenir elle-même une mère. Probablement qu'aujourd'hui, dans la demande grandissante d'un accompagnement qui soit plus personnalisé, plus individualisé, que ce soit la demande de maison de naissance, des doulas, il y a certainement ce besoin d'être accompagné dans le temps de la rencontre, dans la construction d'un lien intime qui favorise après la rencontre avec l'enfant. Voilà, par ailleurs, je crois qu'on peut dire ça aussi dans tout ce qui est accompagnement plus personnel, souvent il y a une continuité. C'est-à-dire que c'est la même personne, la même sage-femme en général, qui va accompagner le couple tout au long de la grossesse, de l'accouchement et ensuite de coucher. Cette continuité-là, elle a certainement sa place et son importance dans l'instauration du lien entre les parents et l'enfant. Ne serait-ce que le fait, le jour de la naissance, de ne pas être dans le stress, de savoir sur quelle sage-femme on va tomber, savoir si le lien va se faire facilement. Le stress baisse et on sait que c'est un facteur qui aide pour la naissance. Et du coup, ça rend les parents plus disponibles pour l'accueil du bébé. Ensuite, si on prend le temps de naître du point de vue de la triade père-mère-bébé, on peut repérer différents temps. C'est le temps de la grossesse, on peut penser à différentes étapes qui jalonnent cette grossesse et ces différents passages qui, petit à petit, permettent de prendre conscience de ce qui est en jeu. C'est découvrir qu'on est enceinte, c'est l'annoncer aux uns et aux autres, c'est prendre conscience des transformations corporelles, c'est parfois les nausées aussi qui peuvent jalonner le temps de la grossesse, c'est aussi les préparatifs concrets pour l'arrivée du bébé. Du côté du bébé, c'est le temps du développement intra-utérin, l'émergence des perceptions sensorielles, et la relation intime qui peut commencer à se tisser avec le père et la mère. Alors évidemment, on est tous dans ce schéma-là, on passe notre temps à traverser toutes ces étapes en regard de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce que ça vient toucher notre propre histoire. Et c'est pas pour rien qu'il peut y avoir des difficultés à tel et tel moment, d'où aussi l'importance de l'accompagnement. Voilà, j'avais envie de faire un toute petite aparté. On a souvent remarqué qu'il y avait des couples qui avaient des difficultés à concevoir un enfant, qui avaient recours soit aux procréations médicalement assistées, soit à l'adoption. Et puis, une fois qu'ils devenaient parents, subitement, ils se mettaient à concevoir des enfants tout seuls. Et finalement, c'est comme si, une fois que le devenir parent s'était agi dans le psychique, le corporel s'autorisait à aller dans la génération. Le temps de naître, c'est le temps de l'enfantement. Alors, pareil, il y a encore plusieurs étapes. La prise de conscience de la mise en travail, avec des perceptions différentes entre les femmes qui vont à la maternité aux premières contractions, celles qui n'ont pas le temps d'y aller. C'est le temps de la rupture de la poche des os. Ça peut être le timing qui est différemment imposé selon les protocoles médicaux. Comment est-ce qu'on gère le dépassement du terme? Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de l'accouchement déclenché en ce qui vient faire irruption dans la temporalité de la mère et du bébé? Alors déjà, on ne laisse pas au bébé le temps de choisir sa naissance, sa date de naissance. Ceux qui sont férus d'astrologie ou de numérologie peuvent en dire des choses, mais voilà, en tout cas, il n'y a pas ce respect du temps de l'enfant et de la mère. Et puis le temps de la naissance, c'est aussi le temps du passage, de la première séparation. Ce qui vient ensuite, c'est le temps de la rencontre aérienne, on va dire, et de l'apprivoisement. Le premier contact de l'enfant avec le monde aérien, la rencontre entre ce bébé, cette mère et ce père. Ce qu'on peut dire au passage, c'est comment dans les maternités classiques, on va dire, plus médicalisées, la temporalité de la mère et du bébé sont assez malmenées, ça a été dit tout à l'heure. Ces bébés qu'on garde en nurserie la première nuit pour que la mère se repose, alors qu'on sait que c'est important qu'ils puissent être ensemble en peau à peau. Ça peut être le tour de garde du matin où on vient prendre la température ou je ne sais quoi, et puis on dit à la femme de bien se reposer alors qu'on vient de la réveiller. Et puis on peut se demander à quoi ça sert de le faire à 6h du matin.
Alors qu'au contraire, le retour rapide à domicile, ça permet aux parents d'être dans leur propre temporalité, aux parents et aux bébés, d'être dans le respect de leurs propres besoins et du temps dont ils ont besoin pour faire les choses. Voilà, si on va un peu plus loin, on peut se demander si l'enfant naît vraiment le jour de sa naissance. Est-ce qu'il ne naît pas plutôt quelques 9 mois avant ? En astrologie chinoise, d'ailleurs, on prend en compte la date de conception et pas la date de naissance. Et puis on peut aussi se dire que le temps de naître ne fait que commencer. Et finalement, on construit notre identité individuelle au jour le jour, hein, mais de même, on construit notre identité de parent. On est parent différemment pour son premier enfant, son deuxième, son troisième, etc. Et on est évidemment parent différemment selon l'âge de l'enfant. On passe chaque jour notre temps à réinventer notre être parent. Voilà, finalement, à la fois dans tout ce qui a été dit tout au long de la soirée, ce qui émerge, c'est l'importance de respecter ce temps et l'importance, j'ai envie de dire, d'une bulle de douceur et de prévenance qui puisse entourer ces triades père-mère-bébé tout au long du processus du temps de naître, que ce soit depuis la grossesse, l'accouchement, l'établissement des premiers liens. Bonjour, moi je m'appelle Céline Puy, je suis sage-femme, j'exerce comme vacataire au Buis et là je suis en redressement libéral, je fais aussi en masters sociaux, mais je voulais revenir, Laetitia, sur ce que tu disais sur les connaissances que tu avais acquises dans un autre contexte que celui de la France et qui t'ont permis de découvrir des connaissances sur le processus physiologique. Moi, en tant que jeune sage-femme, c'est ça qui m'a manqué, en fait, c'est d'acquérir toutes ces connaissances en physiologie. Par exemple, de savoir qu'il y avait du pause, comme tu dis, ou de savoir que les femmes pouvaient faire des bruits graves pour leur contraction, de savoir qu'une main posée sur le dos, ça pouvait se lever, de savoir qu'une femme pouvait bouger pour face à des signaux qu'elle recevait son corps pour aider son bébé à descendre. C'est tout ce processus que j'ai redécouvert au Buis. Voilà. Donc, après, je m'interroge sur les moyens qu'on a en tant que profession, avec ce qu'il faut qu'on mette en place, qui sont peut-être déjà mis en place, mais pour moi, c'est très important que ces connaissances circulent. Voilà. Ça me paraît pas forcément évident, par exemple, que je vois des sages-femmes qui désertent, plus on a d'expérience, plus on déserte la salle de naissance, tellement les conditions actuelles sont extrêmement difficiles pour les sages-femmes. Mais résistons, transmettons nos connaissances, y compris par les voies écrites, y compris lors des staffs, y compris dans toutes les interactions possibles dans notre quotidien. Voilà, c'est un combat quotidien et ça s'appelle de la résistance. C'est pas toujours facile, il faut savoir se protéger, mais c'est possible. Alors, monsieur Sebron, vous parliez des connaissances, lorsque vous parliez des matrones, des sages-femmes, qu'elles avaient de l'écoute, de l'accompagnement, la connaissance de l'expérience de la douleur, une écoute attentive ou particulière. Il y a souvent un stéréotype entre hommes et femmes, c'est-à-dire que les hommes savent, que les hommes, les médecins auraient des connaissances très théoriques et les femmes seraient plutôt dans la fête. Et je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que les sages-femmes ont à la fois des connaissances théoriques et à la fois cette manière de faire des soins qui comprend l'écoute, etc. Tout ça, ça va ensemble. Alors, vous êtes d'accord avec moi, mais c'est ma compréhension de ce que vous avez dit. Et un dernier petit truc, quand vous avez parlé du fait que vous pensiez, vous avez repris les termes de Français héritiers, du basculement anthropologique, sur le fait qu'il y aurait une domination qui serait en train de passer qu'il y aurait finalement plus forcément de domination entre les femmes. Quand je pense aux femmes qui ont des épisiotomies, et je me dis qu'elles ne sont pas commises basculement anthropologique, ou alors qu'elles, dans leur chair, elles n'ont pas ressenti ce basculement et c'est dommage. Donc, cette idée de basculement, je la nuancerais dans le sens où il y a des femmes qui vivent l'expérience de la domination au plus profond de leur être et du coup il faudrait peut-être avoir une attention langagière envers elles, envers celles qui meurent sous les coups de leur mari, etc. Parce que cette domination est toujours là et on le voit dans les statistiques sur les violences faites aux femmes, sur les femmes qui viennent dans les hommes, sur le taux d'épisiotomie, etc.
Voilà, donc ça me permet de remercier le calme de faire cette table ronde à chaque fois, lors de la semaine de la fluence d'été. Je crois que la première fois c'était en 2005 sur justement être en thème d'épisiotomie. Voilà. Ben, merci à vous, merci d'avoir donné la parole. Je trouve que la pédiatrie a fait un progrès incroyable depuis que j'ai eu mon diplôme. Alors je me dis que pourquoi pas en obstétrique. En pédiatrie, on accueille les bébés pour une réa, on a compris qu'il faut être dans l'accueil, dans le soin, dans l'enveloppe, dans réchauffer ce bébé pour qu'il vienne à la vie, lui parler pour qu'il vienne à la vie, d'avoir des gestes le moins iatrogènes possible. Et enfin, pour moi, ça a vraiment été une découverte quand j'ai fait une formation en réanimation pédiatrique, en me disant ouais, enfin, quel chemin parcouru. Donc je pense qu'en obstétrique, ça va se faire, ça va s'opérer, il faut donner du temps, il faut lutter, il faut avancer, il faut être soutenu par les parents, mais je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas s'opérer en fait. Donc voilà. Un petit mot par rapport au basculement anthropologique. Vous connaissez la théorisation de Françoise Héritier. Elle dit à partir du moment où les femmes ont conquis le contrôle de leur fécondité, elles ont gagné. Pourquoi ? Parce que pour Françoise Héritier, elle considère que le lieu de la domination, c'est la grossesse, enfin, c'est la reproduction. Voilà. Donc je m'inscris dans cette conception. Je sais fort bien que la domination, c'est une marque extrêmement forte qui correspond à des millénaires d'une culture et que ça ne va pas disparaître en un rien de temps. Et je suis de ceux qui considèrent qu'il faudra sans doute des siècles pour que, vraisemblablement, la domination masculine ait perdu toute sa nocivité, voilà, qui persiste bien sûr. Oui, vous citez l'épisiotomie, c'est un excellent exemple parce que on a été jusqu'à faire une épisiotomie systématiquement à toutes les primipares, comme vous le savez. Pas vraiment en France, mais on était sur le point d'adopter ce point de vue, alors qu'on sait que ça n'est pas utile dans l'immense majorité des cas. Bien sûr, oui. À propos des bébés, alors je partage aussi le sentiment que les choses ont quand même changé, mais il faut quand même savoir qu'on a recommandé aux mamans de mettre les bébés sur le ventre. Et vous en connaissez la conséquence. C'est des dizaines de milliers de bébés, sur des recommandations médicales. Voilà, donc simplement pour dire que c'est compliqué la vie, hein, et le progrès dont on parle, oui, bien sûr. C'est pas très connu cette affaire, mais c'est parfaitement documenté. Hein. La mort subite inexpliquée des bébés, elle est expliquée dans la majorité des cas historiquement par la mise des bébés sur le ventre, sur recommandation. Les femmes depuis des milliers d'années ne mettaient jamais les bébés sur les ventres. Toute l'iconographie ancienne nous le montre de façon très clairement, très claire. Voilà. Ils étaient emmaillotés, ils étaient mis sur le dos. Voilà, c'est très clair. Voilà, c'est pour dire, bien sûr, que l'histoire, elle n'est pas terminée, elle est longue. Et l'histoire de la domination, alors, je classe ça parmi les éléments, parce que pourquoi on a fait ça ? En définitive, parce que les médecins disqualifiaient les femmes dans leur capacité à s'occuper de leur bébé. Dure leçon, hein, très très dure leçon. Hein. Dont on peut considérer qu'on a beaucoup de chance, parce que c'est récent, hein, comme vous le savez. On a beaucoup de chance d'avoir fait passer ça sur d'autres erreurs, etc. On aurait pu être gravement attaqué. Hein. L'année dernière, la SMAR a tourné autour des questions de féminisme. Et ça a été vraiment pour nous un moment pour affirmer que ce que nous on demande s'inscrit dans le féminisme, c'est-à-dire s'inscrit dans une demande pour une place égale et juste aux femmes dans la société. On n'a pas toujours l'écoute qu'on souhaiterait avoir de la part des institutions du féminisme institutionnel en France. Et je pense qu'on a du coup un peu de difficulté à se positionner sur ce terme-là, sur cette lutte-là. Mais en réalité, je pense qu'on n'a pas besoin de leur permission et qu'on peut tout simplement le dire, nous. Le mouvement pour les maisons de naissance, le mouvement pour la naissance respectée, le mouvement pour les femmes, pour la santé des femmes, pour la dignité de femmes qui pratiquent un métier de femme.
avec tout le respect qu'on doit aux hommes qui les pratiquent, c'est tant mieux. Mais, et donc, voilà. S'il y a des choses à améliorer, c'est à nous de le faire et aux hommes qui nous aiment. Voilà.